Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à la relation de conjugaison dans les lentilles, simple, et puis on va voir la particularité d'un lieu géométrique, le plan focal. Alors ça va vous concerner pour la spécialité en terminale, parce qu'on va avoir besoin du plan focal à un moment donné pour construire des images, et ce plan focal, on va pouvoir l'introduire avec les relations de conjugaison. Donc du coup, on reprend là où on en était, c'est-à-dire que je vous avais demandé pour aujourd'hui de construire graphiquement les images du point A d'un objet de taille 1 cm. Donc j'avais dit, bon, on prend une échelle, on va prendre 2 de hauteur là. Et puis pour ces positions-là, eh bien, on construit l'image et on mesure OA'. Alors, pour réaliser cette construction, donc j'espère qu'il n'y a pas eu trop de soucis. Donc là, on place un objet de hauteur 2. Et puis donc là on a le point A, donc à moins 45 cm. Alors moins 45 puisqu'on est 1 cm échelle horizontale 5 cm, donc ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc moins 45 c'est cette mesure-ci. Et puis on va tracer nos 3 rayons. Alors en fait il suffit de tracer 2 rayons proprement pour avoir le troisième. Donc un rayon parallèle à l'axe va sortir en passant par F'. Voilà, il passe par F'. Et puis après, on prend un autre rayon. Alors, si on veut faire un dessin plus propre, plus précis, on aurait intérêt de voir quoi. Donc, en théorie, il conviendrait de prendre le rayon qui passe par F pour frapper. Ça nous permettrait d'avoir une intersection plus franche. Maintenant, pour le côté pratique de la répétition des dessins, je vais systématiquement passer par le centre optique, c'est-à-dire par le centre de la lentille et de l'intersection avec l'axe delta. Alors pourquoi je vais faire ça? Parce qu'en fin de compte, quand je déplace mon objet sur une autre position, par exemple si je passe de 45 à 40, je vais venir ici. Donc mon rayon parallèle à l'axe est toujours le même, donc il suffit juste après de repérer toutes les positions d'intersection au point concerné, etc. Donc là, hop, tac. Donc je fais ça pour chacun des traits. Et puis ici, du coup, on va avoir la première position OA'. Et cette première position OA', on la repère et on fait attention au signe. C'est-à-dire qu'on aura plus, ici, plus 12,5 cm. 12,5 cm. Et puis on les relève une à une à chaque fois. Donc on aura l'ensemble des positions suivantes. 1, 2, 3. Ensuite on aura celle-ci. 4, 5. Bon, j'ai dessiné au trait au crayon gris fin mes positions d'objets. Et ce que je vois, c'est que plus ça va, plus ça s'éloigne. D'accord? Si on voulait construire proprement, on prendrait son équerre. Voilà, comme j'en ai une, c'est un peu idiot de ne pas le faire. Et puis on place sa position et ensuite on mesure les positions des points A' ici, qui s'éloignent de plus en plus on se rapproche de notre foyer. Alors je vais venir à la dernière position, on nous dit on se place en moins 10 cm. Qu'est-ce qui se passe? Alors quand on se place ici, eh bien on peut tracer les rayons issus du point qui est là, et on va tracer nos 3 rayons. Alors qu'est-ce qu'on constate? Premier rayon, il passe par F. Deuxième rayon, il passe par le centre optique. Bon, comme tout à l'heure. Ah oui, mais regardez, qu'est-ce qu'ils ont de particulier ces rayons-là? Je passe par O, centre optique. Ces 2 rayons, ici et là, sont parallèles entre eux. C'est-à-dire qu'ils vont se couper, mais ils vont se couper où? À l'infini. Puisque l'intersection de 2 droites parallèles, eh bien, ça se coupe à l'infini. Et quelqu'un qui observerait nos 2 rayons, qui se coupent à l'infini, avec ses petits yeux là, hop, eh bien, il aurait l'impression que ces rayons proviennent de où? Proviennent de l'infini, mais infiniment loin.
Ils sont très très loin. Et ça c'est particulier puisqu'on est placé en F. Ce qui veut dire que tout point de cette zone ici, tout point de cette zone-là, tout objet placé ici, va envoyer une image à l'infini. Rigolo, non? Bon, non, c'est pas très rigolo, c'est de l'humour de physicien, mais en tout cas, c'est remarquable. Alors maintenant, ce qu'on va faire, nous, là, c'est qu'on va aller regarder ce qui se passe dans nos mesures, en repérant toutes les mesures de chacun des dessins que vous avez faits. C'est ce que je vous demandais de faire et de reporter sous Illico, afin qu'on ait une mesure moyenne compte tenu des erreurs de dessin de chacun d'entre vous. Alors, si on représente nos données avec la transformation 1 sur OA bar et 1 sur OA prime bar, donc on remarque que donc en modélisant ça par une fonction affine, eh bien on a un modèle qui est très bien corrélé au résultat de l'expérience. Alors ça c'est intéressant parce que ça veut dire que notre fonction, notre relation, eh bien, elle est assimilable à une droite, et dès que c'est une droite, ça veut dire que c'est facilement exploitable. Alors, autre particularité, on travaille en unité légale, et donc si vous calculez une grandeur qui s'appelle la vergence, eh bien là, je relève donc l'équation. On a 1 sur O A' bar égale à... Donc en relevant l'équation, ça vous pouvez le rajouter sur votre poly. Donc vous pouvez le rajouter sur votre poly. Lorsque l'on relève l'équation, on obtient 1 sur OA' bar, et on a un coefficient de 0,9947, donc c'est approximativement 1. Donc 1 sur OA bar plus quoi 9,944. Donc là, en fait, on a 1 sur OA' bar qui est égal à 1 sur OA bar plus 9,944, et tout ça exprimé en mètres. Et comme c'est exprimé en mètres, ça veut dire que la grandeur qui est ici est une grandeur constante qui dépend du système et qui aura une signification particulière. Cette grandeur a pour unité des mètres moins 1. Puisque ici on a 1 sur des mètres plus une grandeur qui doit être forcément dans la même unité pour qu'on les ajoute. Comme le résultat doit donner 1 sur des mètres, cette grandeur-là est en mètres moins 1. Et je vous demandais de calculer la vergence de la lentille V donnée par 1 sur OF' bar. Attention, le calcul de cette vergence doit se faire en unité légale. Donc ici, si on calcule 1 sur OF' bar, on trouve 1 sur 0,10. Donc, sur la modélisation, on a donc une droite. Ça, c'est bon. Mais en fait, pour obtenir cette droite, il a fallu transformer les données. C'est-à-dire qu'en fait, les données, on a souhaité les transformer. Pourquoi? Eh bien parce que quand on a fait notre première modélisation, on a tracé une relation, on a cherché à trouver une relation entre OA bar et OA' bar. Alors d'où vient la notion de bar?
Eh bien, lorsque l'on a notre axe gradué avec notre lentille qui est dessinée, finalement, on peut placer un point avant le centre optique O ou après le centre optique O. Et du coup, ça nous donne ici une distance qui doit être négative pour qu'on sache que c'était avant O. Et là, une distance qui sera comptée positive pour qu'on sache qu'on est après O. Le problème des distances, c'est que quand on écrit le segment OA, on sait qu'en distance, OA, c'est la même distance que AO. Donc la notion de distance, elle n'est plus assez précise ici pour notre système optique. Il faut qu'on puisse lui préciser si le point A se trouve avant O ou après O. Donc ici, on va modifier. On va parler de OA bar en considérant l'orientation de O et de A. Je vais de O vers A, et si je suis négatif, par exemple si j'ai moins 5 mètres, ça veut dire que je suis avant la lentille. Et le avant est défini par l'orientation de l'axe optique delta. Donc cette orientation d'axe optique, elle est importante parce que ça va nous fixer notre écriture. OA, ça s'appelle en mathématiques une mesure algébrique. Il y a donc un signe, plus ou moins. Prenez l'habitude de toujours écrire le signe, même si on peut écrire plus 5, on peut l'écrire 5. Prenez l'habitude d'écrire le signe pour ne pas l'oublier quand ce sera un signe négatif. Alors, quand on fait la représentation graphique de OA' bar et de OA bar, on va trouver une hyperbole. Donc ça, c'est une hyperbole, c'est-à-dire une fonction du type 1 sur x. Alors, le sens, l'évolution, ça a un petit effet. Le problème, c'est que nous, on n'aime pas avoir des fonctions qui soient particulières comme ça. Nous, ce qu'on aime bien, c'est d'obtenir des bonnes droites, des trucs qui vont bien. Donc l'idée, c'est de se dire, comme j'ai une hyperbole, je vais non pas tracer OA' en fonction de OA bar, je vais faire un changement de variable, c'est-à-dire que je vais créer une nouvelle variable, je vais l'appeler U, qui va être égale à 1 sur OA. Donc je calcule 1 sur OA, je calcule 1 sur OA' bar, et je trace maintenant la nouvelle représentation graphique. Et quand je trace la nouvelle représentation graphique en utilisant cette transformation de données, là, pour le coup, ça nous donne ici une droite. Une droite, on retrouve en ordonnée ici, on retrouve en ordonnée 1 sur OA bar. Donc ici, en ordonnée, vous avez du 1 sur OA bar. Et puis en abscisse, de l'autre côté, vous allez obtenir... Hop. Donc ici, en ordonnée, on retrouve 1 sur OA bar. Et ici, en abscisse, on retrouve 1 sur OA' bar. Et on fait bien attention. OA' bar, OA bar était négatif, donc on a bien des valeurs négatives. Et OA' bar était positif, donc on a bien des valeurs positives. Et l'avantage, c'est que maintenant, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient une équation de droite. C'est-à-dire que là, notre modélisation de notre lentille, la lentille, elle va tenir compte, elle va relier la position 1 sur OA' bar. Donc la position de l'image, ça c'est l'image, va être reliée à la position de l'objet, puisque le point A c'est l'objet en optique, plus 9,914, je crois que c'était ça, 944. C'est-à-dire que on va regarder comment cette valeur-là est définie. Ici, on trouve ça, c'est-à-dire que maintenant, on a une relation simple. Alors simple, c'est celle-ci, c'est une droite. Pourquoi elle est plus simple? Parce qu'elle permet de définir des constantes. Là, on trouve la constante, le coefficient directeur, c'est 1. 1 fois 1 sur OA bar. Et puis, du coup, on définit aussi l'ordonnée à l'origine, ici, qui va être de 9,9. Et ça, c'est dans un système d'unité internationale, ce sont des mètres moins 1. Ça marche? Est-ce que c'est un petit peu mieux compris pour les OA' bar, Camille? Alors, du coup, si ça c'est mieux compris, eh bien, on va pouvoir maintenant se demander si cette constante elle a une signification physique. Et il se trouve qu'en optique, on calcule on définit ce qu'on appelle la vergence. La vergence, c'est utilisé par tous les opticiens.
Et la vergence, ça se calcule en faisant 1 sur OF' bar. Alors pourquoi on parle de vergence? Alors on parle de vergence euh, pour parler de convergence ou de divergence. Du coup, si on a la convergence ou la divergence, les seules variations dans ces deux mots, c'est le préfixe con ou div. Donc du coup, on définit la vergence comme ceci. Et si on fait le calcul dans notre cas présent, là, on trouve que ça fait 1 sur 0,10. Et 1 sur 0,10, eh bien ça nous fait une vergence égale à 10. Mètre moins 1, puisque ici ce sont des mètres que j'ai mis à la place de OF' bar. Et qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien la valeur de la vergence, c'est quoi? Eh bien c'est exactement, alors là, ok, il y a nos erreurs de mesure qui ont induit une petite variation, mais c'est exactement cette constante, cette ordonnée à l'origine dans notre représentation graphique. Et la particularité, c'est que si notre vergence elle est positive, eh bien je vais avoir une lentille convergente. Si ma vergence est négative, je vais avoir une lentille qui sera divergente. Ça marche? Alors, hop, voilà. Et du coup, eh bien notre vergence, le fait de définir la vergence d'un système optique, ça a du sens parce que ça correspond à cette constante-là qu'on va appeler V, vergence de notre système optique. Et du coup, c'est exprimé en unité légale. Donc la vergence, c'est pas n'importe quoi. C'est des mètres moins 1. Et donc en optique, on appelle ça comme unité la dioptrie, qui est indiquée par la petite lettre delta. Et c'est ce que vous retrouvez sur vos ordonnances lorsque l'on vous prescrit des lunettes. Soit parce que vous avez un défaut de l'œil, comme la myopie ou l'hypermétropie, ou bien comment ça s'appelle le dernier défaut, ou bien parce que avec l'âge, votre œil fonctionne plus trop bien. C'est ce qui arrive quand on dépasse les 40 ans. Alors quand on approche des 50 ans, Jules Mira, eh bien on est touché de presbytie, ce qui fait qu'on est obligé de porter des lunettes. C'est quand on devient trop vieux. Voilà. Ce qui est un peu mon cas. Et donc, du coup, cette vergence, eh bien, ça va devenir une caractéristique physique de notre système optique. Alors je reprends le poly, et j'en étais là à compléter et à faire ces remarques ici. Alors, du coup, est-ce que la notion de vergence, elle vous apparaît comme pertinente ici? Notamment Camille qui posait la question. Alors, du coup, ici, notre vergence, eh bien, elle vaut 10. 10 quoi? Mètre moins 1. Ou bien, on dit aussi 10 dioptries. Alors, je repréciserai la remarque que j'ai faite sur le mot vergence et le fait que ce soit convergent ou divergent. Et du coup, ici, expérimentalement, eh bien, on remarque que notre constante ici, elle est à peu près égale à 10. Donc, en fait, aux erreurs expérimentales près, c'est notre vergence. Et on définit la relation de conjugaison de la façon suivante. Pour n'importe quelle lentille qui existe, on a 1 sur O A' bar moins 1 sur O A bar égale à la vergence, c'est-à-dire 1 sur O F' bar. Alors, si on prend cette égalité ici, il faut impérativement se mettre en unité légale parce que la vergence est définie comme étant une donnée en dioptrie, c'est-à-dire en mètre moins 1, ce qui nous impose des mètres partout. Si au contraire on utilise la formule de la vergence avant de faire nos calculs, eh bien ici on n'a que des distances qui sont mesurées sur notre axe, c'est-à-dire des distances en centimètres. Et comme on a des centimètres à gauche, des centimètres à droite, eh bien on peut s'affranchir de faire une conversion. Alors là, c'est suivant votre souplesse. Il faut penser à la conversion si vous avez des données en vergence, ou bien
vous prenez votre vergence, vous calculez votre distance focale, OF' bar, dans l'unité des mesures, et puis comme ça, après, vous n'avez plus de problème de conversion. Alors, toujours pensez à savoir dans quelle unité vous travaillez pour présenter vos résultats. Moi, mon conseil, c'est de toujours travailler en mètres. Comme ça, on est tranquille, on travaille toujours, quel que soit le montage, en mètres. Alors, faisons une remarque. Donc, on a deux types de lentilles, les lentilles minces convergentes ou les lentilles minces divergentes. Donc, comment on va savoir qu'une lentille est convergente ou pas? Eh bien, avec la vergence. La vergence va nous indiquer si la lentille elle est convergente ou divergente. Donc, deux possibilités. Vergence positive, à ce moment-là, je serai convergente. Et vergence négative, à ce moment-là, je serai divergente. Voilà. D'où le mot, je trouve bien à propos pour cette constante ici, que l'on retrouve ici, de vergence, puisque ça ne préjuge pas du fait que la lentille soit convergente ou divergente, ce qui fait aussi que cette formule ici, elle est valable pour toutes les sortes de lentilles minces. Donc ça, c'est valable pour toutes les lentilles. D'accord ? Des lentilles minces, qu'elles soient convergentes ou divergentes. Ça, c'est quelque chose d'assez fort. Et puis, on va continuer à préciser quelques définitions. Et du coup, là, on a positionné notre objet. On a positionné notre objet en un endroit de l'axe, mais on n'a pas parlé de sa taille. Et l'objet ayant une taille ici de 2 carreaux dans notre exemple, eh bien, on va avoir, pour une taille donnée, en fonction de la position à laquelle on se trouve, on voit que l'image, elle, a une taille variable. Et du coup, eh bien, on définit un grandissement. Donc le grandissement, on le note gamma. Gamma, c'est la lettre G majuscule en grec. Donc c'est le gamma majuscule des Grecs. Donc gamma, ça sera égal à quoi? Eh bien, le grandissement doit traduire l'augmentation ou la diminution de taille par rapport à l'objet. Donc, on va comparer les deux tailles, l'une par rapport à l'autre, par rapport à, d'où l'utilisation de la division. Et on va prendre la taille de l'objet AB. On va faire attention à ce que cette taille soit orientée. Pourquoi orientée? Eh bien parce que ici on doit traduire éventuellement un renversement, ce qui est le cas ici. Là j'ai le point B, ici j'ai le point B'. Mon objet a été renversé pour fabriquer l'image. Et le renversement va être lié au signe. C'est-à-dire que sur l'optique, souvent on trouve des petits symboles comme ça qui mettent plus, plus, pour indiquer ici une taille par rapport à l'axe optique de plus quand on est orienté de l'axe optique vers le haut, et moins dans l'autre sens. Et puis ici, on a l'orientation de l'axe optique positive qui nous dit que, pareil, pour les mesures algébriques, on les compte positivement quand on va vers la droite, de gauche à droite. Et du coup, pour le grandissement, ici, eh bien, on va avoir une mesure algébrique AB, et là, on va prendre la mesure algébrique A'B' bar. Alors, exemple, je prends mon exemple ici sur le dernier point, par exemple celui-ci, là. Voilà, je prends mon exemple sur ce point-là, A'B'. Je mesure une taille de, donc ici, hop, 1 cm. Comme c'est vers le bas, j'aurai ici un grandissement pour cet objet ici. Là, je vais calculer son grandissement. Je vais l'appeler gamma 1. Donc gamma 1, c'est égal à moins 1 cm. 1 cm, c'est ma distance. Vers le bas, moins 1, divisé par, et ici, on avait plus 2 cm. Plus 2 cm. Donc là, je prends les mesures, et donc j'ai un grandissement de moins 0,5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la taille de mon objet a été divisée par 2, et que, signe moins, ça a été renversé. Mon objet a vu sa taille divisée par 2 et renversé, donc le grandissement va être égal à 1,5, 0,5, et négatif. Donc là, le grandissement, particularité, la formule de définition du grandissement est connue. Par contre, elle n'est pas constante, tout comme la position de l'objet.
On a une position objet et une position image conjuguées, c'est-à-dire reliées par une valeur. Et la conséquence, c'est que comme les positions bougent, eh bien le grandissement bouge. Alors on peut aller un peu plus loin avec le grandissement. Pourquoi on peut aller plus loin avec le grandissement? Eh bien, si on considère maintenant une figure géométrique, lorsque l'on a une situation et une seule, eh bien on va avoir une position qui est reliée à une autre. Alors, si je prends mon grandissement pour une position objet, une position image, donc ici j'ai un axe, je place ma lentille, je place ici un objet, et voilà. Et donc je trace, paf, paf, et ici, tac. Je suis positionné. Et j'obtiens ici AB égale à A', B'. Bah, il faut remarquer ici qu'il y a un triangle un peu particulier ici. Donc quand je calcule mon grandissement, gamma, dans ce cas présent, j'obtiens A', B' bar sur AB bar. C'est-à-dire que je fais le rapport entre ça et ça. Mais ici, j'ai un triangle. Attends 2 secondes, j'arrive, je regarde la liste. Ouais. La relation entre OF bar et OF' bar, c'est pas la relation de conjugaison. C'est pas intéressant de l'utiliser pour la relation de conjugaison. Vaut mieux toujours travailler avec OF' bar parce que OF' bar, c'est la définition de la distance focale. Donc maintenant qu'on a ces deux relations-là, si on remarque qu'ici, on a des triangles qui sont similaires, opposés par le sommet, eh bien, on a les propriétés que l'on peut appliquer liées au théorème de Thalès. Thalès nous dit, voilà, quand j'ai des triangles quelconques et que j'ai des droites parallèles, eh bien, on a des relations entre les distances. Ce rapport de distance-là est égal à ce rapport de distance-ci, qui est égal à ce rapport de distance-là. Donc ça, c'est le théorème de Thalès, ce qui nous conduit à écrire qu'ici, on a O A'B' bar. Ben, finalement, ça va être en rapport avec OA' bar. Et là, ce sera sur OA bar. Donc, d'après le théorème de Thalès, le grandissement admet du coup ces relations-là complémentaires. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ici, on n'a aucune relation entre les tailles des objets et des images. C'est-à-dire qu'on pourrait croire que le grandissement n'est pas lié à la position, c'est-à-dire n'est pas lié à la relation de conjugaison. Or, avec le théorème de Thalès, on peut valider, on peut déduire des positions les tailles. Donc la modélisation d'une lentille passe par la définition du grandissement et des relations de conjugaison. Et ça, c'est valable pour toutes les lentilles, qu'elles soient lentilles convergentes ou divergentes, puisque si on a une lentille convergente, l'avergence sera positive, c'est-à-dire qu'OF' bar sera positive. Si on a une lentille divergente, eh bien OF' bar sera négative. Et c'est ce changement de signe sur l'avergence qui va faire que la lentille sera convergente ou pas. Pour le grandissement, qu'on soit une lentille convergente ou divergente, c'est toujours la même chose. Et puis, on fait attention au signe. Si le grandissement est négatif, ça veut dire que l'image a été renversée. Et si le grandissement est positif, ça veut dire que l'image reste dans la même orientation. Si elle était vers le haut, elle reste vers le haut. Si l'objet était vers le haut, l'image reste vers le haut. Si l'objet était vers le bas, l'image reste vers le bas. Donc ça, ce sont des discussions qualitatives qu'on peut vous demander. Que devient l'image? L'image, elle est plus petite, plus grande, et puis elle est renversée ou elle est non renversée. Donc voilà ce qu'on peut qualitativement dire d'une image. Donc voilà, on a fait quelques applications ici. Et puis maintenant, on va s'intéresser à l'observation d'objets situés à l'infini. Hop. Donc si on observe des objets situés à l'infini, eh bien, qu'est-ce qu'on appelle l'infini?
Eh bien, l'infini, c'est une notion relative. Pardon. Donc, c'est une option relative. C'est une option relative. Donc, l'infini, c'est une notion relative à l'observateur. C'est-à-dire que l'infini, un objet à l'infini, a ses rayons parallèles entre eux quand ils arrivent sur la lentille. Et puis, si on parle d'image, c'est plus des rayons qui arrivent, mais c'est des rayons qui partent de la lentille. Alors, ça c'est marrant. Donc, enfin, c'est marrant. Merde. Ça, c'est pas drôle. Pour comprendre ce que c'est l'infini, il faut être capable d'imaginer que l'objet soit très très loin. Donc si l'objet est très très loin, ça veut dire que l'objet se trouve à un lieu de l'espace et donc mon endroit d'observation, c'est-à-dire le détecteur, la largeur du détecteur va récupérer des rayons qui proviennent de cet objet. Je vais l'appeler objet. Et donc c'est notre source va envoyer des rayons dans toutes les directions. Donc il apparaît que nos rayons ne sont pas tous parallèles entre eux. Mais ceux qui vont arriver sur la zone de détection, si je les trace, ce premier rayon-là va arriver dans mon détecteur. Ce deuxième rayon-là va arriver dans mon détecteur. Finalement, ici, si on zoome, eh bien on va avoir deux rayons qui vont arriver sur notre lentille. Ici, mon détecteur, j'ai une lentille ici. Et ces deux rayons vont arriver quasiment parallèlement entre eux. On va faire l'hypothèse qu'ils sont parallèles. C'est-à-dire si l'angle n'est plus mesurable. Ça, c'est chouette. À ce moment-là, eh bien, si deux rayons sont parallèles entre eux, on considérera que l'objet est situé à l'infini. Et ça, il faut bien maîtriser cette notion de l'infini en optique, parce que ça permet après de construire ces rayons et de continuer à étudier ou bien de continuer à pouvoir faire des conclusions sur ce que l'on voit. Alors, quelles conséquences ça a ? Eh bien, ça a de grandes conséquences sur l'observation d'objets lointains. Tout d'abord, prenons une lentille de distance focale au f'. Et puis maintenant, qu'est-ce qui se passe ? On avait vu que tous nos rayons qui sont parallèles entre eux, ils ressortent parallèlement à f'. D'accord. Mais, si je suis à l'infini, le rayon parallèle qui arrive ici, eh bien, qu'est-ce qui va lui arriver à lui ? Ce que je sais, c'est qu'un rayon parallèle va passer par f. Il y en a un rayon parallèle qui va passer par f. Et ce rayon qui arrive de l'infini, avec un petit angle alpha avec ma lentille, eh bien ces deux rayons-là arrivent du même endroit. Ah oui, ils arrivent du même endroit, ils arrivent de la source S, tous les deux. Mais mieux que de la source S, ils arrivent du même point de la source S. Sauf que par définition, un rayon qui passe par F ressort parallèlement à l'axe optique. Mon axe optique de la lentille, lui, il ne change pas, c'est toujours l'axe de symétrie de la lentille. Et là, qu'est-ce qu'on constate ? Eh bien, qu'ici, on a un ensemble de points qui vont être définis comme étant un plan situé à la perpendiculaire de l'axe optique
et passant par f'. Donc ça sera ce qu'on appellera un plan focal, puisque c'est f', c'est la distance focale. Et on a un plan focal ici où tous les points, donc si on prend un second rayon, vous prenez le rayon ici qui frappe cette lentille, il va passer par O, il n'est pas dévié. Vous prenez un rayon parallèle qui passe par ici, et hop, il ressort parallèlement, et pouf, intersection dans le plan focal. Ce qui fait qu'on a un lieu géométrique particulier où les points qui sont situés à l'infini vont venir fabriquer des images. Ce qui fait que tout objet à l'infini va fabriquer une image, ici, là. Et ça, on le retrouve avec la relation de conjugaison. En effet, si on prend 1 sur O A' bar moins 1 sur O A bar égale à 1 sur O F' bar, et bien si OA est à l'infini, et bien 1 sur OA tend vers 0, donc ça fait 0. Ce qui veut dire que 1 sur OA' bar est égal à 1 sur OF' bar, et donc on en déduit que A' est confondu avec le point F'. Tous les objets situés à l'infini se positionneront dans ce plan focal. Et ça, c'est un plan focal qui est situé en F', c'est le plan focal image. Réciproquement, on avait démontré tout à l'heure que quand on se situait dans un plan focal objet, eh bien l'image était renvoyée à l'infini. Donc c'est la réciproque de cet espace infini. Ça va ? Ça marche ? Donc du coup, si on comprend bien cette situation d'infini, eh bien on va pouvoir définir un lieu particulier que sont les plans focaux. Donc plan focal image, et plan focal objet. Plan focal image. Alors le plan focal image, c'est les objets à l'infini forment des images. Alors je vais appeler ici ce plan-là P'. Plan focal image P', plan focal objet P. Forment des images sur P'. Et ça forme des images, donc c'est notre plan focal. Et on respecte les règles de construction des rayons qu'on avait préalablement établies. Un rayon qui passe par le centre optique n'est pas dévié, et un rayon qui passe par F sort parallèlement à l'axe optique. Donc le fait d'avoir ces plans focaux, images et objets, eh bien, ce sont des notions géométriques, donc du coup ils vont être intéressants de les dénommer. Par contre, on a toujours nos règles de construction de rayons qui restent valables. Et ça reste valable en ayant l'idée que les rayons arrivent, pour des objets à l'infini, les rayons arrivent parallèlement entre eux. Donc il suffit de dessiner deux rayons particuliers, le rayon qui passe par le centre optique O et le rayon qui passe par le foyer objet F. Et puis ben là, pour un objet qui serait dans le plan focal image, objet, les objets appartenant au plan P forment des images à l'infini. Hop, ça c'est chouette. Bon, ouais, mais si mon image est à l'infini, on est un petit peu embêté. On est un peu embêté parce que nous, on avait défini le grandissement. Le grandissement, on avait dit, c'est OA' bar sur OA bar. Mince, sur OA bar. Alors pourquoi on est embêté ? Premier cas, si OA est à l'infini, l'objet est à l'infini. Premier cas, ça veut dire qu'on divise par l'infini. Super. Ça veut dire que le grandissement, on va dire 0. Mais on ne peut pas dire 0 parce que notre objet, il a une dimension finie.
Donc comment on va pouvoir dire qu'on a un grandissement qui est nul? On va obtenir quand même quelque chose. Donc du coup, on est un peu embêté. Deuxième problème, si on a un objet de taille déterminée et qu'on le place dans le plan objet, on va l'envoyer à l'infini. Ça veut dire que O' est infini, ça veut dire qu'il est infiniment grand. Bah super. Pareil, on ne va pas pouvoir qualifier notre grandissement. Et ça, c'est un peu embêtant. Donc du coup, là, on a une astuce, c'est qu'on va transformer le grandissement en grossissement. Hop. Le grandissement n'a plus lieu d'être, donc on va définir le grossissement. Et c'est ce que vous retrouvez comme données sur les microscopes, par exemple. On ne parle pas de grandissement sur un microscope, on parle de grossissement microscope. Pourquoi? Parce qu'en fait, on règle le microscope pour que l'œil ait l'impression de voir un objet qui soit situé à l'infini. Parce que si l'objet n'est pas à l'infini, l'œil est obligé de faire une adaptation par des efforts musculaires pour bien faire une image nette sur la rétine. Et ça fatigue. Donc du coup, on se débrouille dans un microscope pour que l'image observée à travers le microscope soit, pour l'œil, vue à l'infini. Et du coup, on parle de grossissement. Et le grossissement, c'est quoi? C'est égal à θ' sur θ. Alors, qu'est-ce que c'est que θ' et θ? Eh bien, θ' et θ, ce sont les angles sous lesquels on voit l'objet. Alors, ces systèmes optiques là, eh bien, pour grossir, il faut que on compare nos deux angles avec et sans système optique. Donc, je prends un exemple. Quand on regarde une fourmi, on la voit d'une certaine hauteur avec notre œil. Et notre œil, pour la voir le plus gros possible, va s'approcher pour voir la fourmi. Et donc, on va voir ici la fourmi sous un angle θ. Ça, c'est ce qu'on appelle un diamètre apparent. C'est apparemment la taille de l'objet, mais ce n'est que apparemment. En fait, si on met un objet plus grand derrière, mais plus loin, on pourra très bien avoir le même angle, et du coup, les objets nous apparaîtront comme étant de la même taille, d'où le nom de diamètre apparent. Maintenant, si on regarde l'objet, le même objet, à travers une lentille, eh bien, cet objet-là, si on le positionne à travers une lentille, il va être placé ici. On met la lentille, par exemple. Il va former une image, par exemple ici. Et du coup, notre œil, au lieu de voir un rayon qui arrive avec l'angle θ, il va avoir l'impression de voir un rayon qui arrive avec l'angle θ'A'. Et du coup, on voit bien que l'angle a augmenté. Du coup, l'objet semblera avoir grossi. Ça, c'est ce qui se passe quand vous regardez à travers un verre d'eau. Derrière, vous placez un objet. Alors, il y a des conditions d'observation, mais vous le placez derrière un objet, derrière un verre d'eau, ou bien plus nettement, vous remplissez un verre d'eau et vous mettez votre doigt à l'intérieur. Et vous allez voir votre doigt, vous allez avoir une sensation de doigt qui grossit. Et du coup, c'est cet angle, cette perception angulaire qui va nous amener notre grossissement. Est-ce que vous avez... Donc cette notion de grossissement, elle est très très pratique parce que... pardon. Elle est très pratique parce qu'elle peut toujours se définir. Un grossissement peut toujours se définir. Alors on va voir maintenant sur un cas concret, sur la lunette astronomique. On va voir comment ces paramètres peuvent influer. Alors, pour une lunette astronomique, eh bien, on a le montage suivant. Donc là, vous allez réaliser un dessin que je vais vous indiquer là, à l'échelle. Vous allez faire reporter les caractéristiques suivantes. Et quand je dis à l'échelle, ça veut dire que vous prenez votre règle, vous. Donc on prend un axe optique. Voilà. Et on va placer une lentille à
3 cm du début de l'axe optique. Vous prenez un papier quadrillé, vous tracez votre première lentille, on va l'appeler L1, et on va placer une seconde lentille L2 à 10 cm. Donc vous placez votre seconde lentille L2, vous prenez vos deux lentilles de même dimension, moi j'ai pris un diamètre de 4 cm. Voilà. Ensuite, on va prendre une distance focale au 1 f'1 égale à 2 cm. Et on va prendre une échelle 1 cm pour 1 cm pour que ça soit plus simple. L'axe optique est orienté par ici. Comme on a deux lentilles, on aura donc deux centres optiques. Le centre optique O1 et le centre optique O2. Donc il nous faut ici la vergence 1 de la lentille qui va être reliée à notre première distance focale. Et deuxième caractéristique, la vergence 2 qui va être liée à notre deuxième distance focale. Et ça, on va prendre cette deuxième distance focale égale à 4 cm. Donc, maintenant que... Hop, les mesures ne sont pas visibles, d'accord. Vous avez dit... Donc, on prend ces valeurs-là. On démarre à 3-4 cm du bord de la feuille. On place notre lentille. Ensuite, on va prendre un écart de 10 cm ici. C'est ça que j'ai pris ici. 10 cm. On place notre deuxième lentille. Et on va avoir un objet, une lentille numéro 2 avec une distance focale de 4 cm. Et l'idée, c'est de tracer la position et la taille d'un objet situé à l'infini. Donc on prend un objet qui est situé à l'infini et on va prendre cet objet avec un angle alpha égal à 10 degrés. Donc du coup pour ça on prend un rapporteur et on va placer un angle de 10 degrés. Et maintenant il faut tracer. Donc on a des rayons parallèles qui arrivent de notre objet placé à l'infini. Et cet objet, il émet de la lumière décalée de l'axe avec un axe de 10 degrés. Alors, ça peut paraître bizarre, on pourrait se dire, bah oui, mais je pourrais très bien aligner ma lunette astronomique en mettant mon axe sur l'axe de l'objet et mon objet est sur l'axe. En fait, c'est pas ça qui se passe. Dans la réalité, quand on utilise des lunettes astronomiques, on visualise des étoiles situées à l'infini. Et une étoile n'est pas une source ponctuelle, c'est une source étendue. Même si elle est à l'infini, pour l'œil, elle apparaît ponctuelle. Mais comme la lunette va grossir l'image, l'étoile ne va plus être ponctuelle. Et finalement, notre étoile, elle va avoir une certaine dimension. Donc ça, c'est notre étoile qui brille. Et on va avoir ici des rayons lumineux qui arrivent du point haut de l'étoile. Et on va avoir des rayons lumineux qui arrivent du point bas de l'étoile. Et ces angles, donc notre lunette astronomique va s'aligner sur le centre de l'étoile, ce qui va nous définir des rayons lumineux qui vont arriver en faisant un certain angle. Et c'est cet angle-là, de 10 degrés, en fait, on aura des rayons lumineux qui arriveront de l'autre angle de 10 degrés. Alors on s'affranchit de ce problème de deux angles en disant je vais dessiner ceux qui arrivent du haut, et puis ceux qui arrivent du bas, ça sera symétrique. J'ai mis 10 cm, oui. 10 cm. Donc je vous laisse faire la construction et puis je vous laisse je sais pas, une petite dizaine de minutes là, vous faites la construction. Par contre il faut faire la construction très proprement sur une feuille quadrillée avec des quadrillages assez précis, ou alors sur une feuille quadrillée pour avoir des lignes parallèles, et puis après vous venez mesurer les choses avec votre équerre.
Et enfin, une fois que vous aurez fait ça, eh bien, on vérifiera ces positionnements-là, mais pas par le tracé, mais par le calcul. Et on verra la démarche à adopter. Donc, on trace l'image de notre objet par rapport à la première lentille. Et puis après, il va falloir tracer l'image de cette image à travers la seconde lentille. Et là, on peut enchaîner maintenant les systèmes, l'étude des systèmes avec plusieurs lentilles les unes à la suite des autres. Hop, hop, hop. Voilà, voilà. Donc du coup, là, pour produire la correction, on va prendre notre rayon qui arrive et on va l'arrêter. On va l'arrêter dans le plan focal objet. Et effectivement, la source est supposée à l'infini. Tous les rayons qui arrivent parallèlement entre eux vont venir couper le plan focal objet. Alors si ici on place un deuxième foyer, le foyer objet, bien le rayon parallèle au premier ici qui frappe le foyer va ressortir parallèlement à l'axe, ce qui revient à venir ici. Bon. Après, c'est là où ça peut se compliquer. C'est-à-dire que formellement, tous les rayons qui arrivent vont venir se couper ici. C'est-à-dire que ici, on a le point B1, image du point B, situé à l'infini par là. Et donc, en F'1, on a le point A1. Et c'est là où il faut réussir à accepter la notion de source. C'est-à-dire qu'ici, on a l'objet de la lentille 1. Donc, ce que l'on a fait, c'est qu'on a dit que B, à travers la lentille 1, donnait B1. Mais maintenant, B1 devient l'objet de la lentille 2. Donc, du coup, B1 va, à travers la lentille 2, donner B', l'image finale qu'on doit observer. Alors, ça veut dire que maintenant, B1, c'est un objet lumineux. Et effectivement, il est lumineux puisque, par exemple, ce rayon-là continue. Ça, c'est un rayon. Bon, ok, il est fabriqué par B, mais maintenant, à travers la lentille L1, ce rayon semble provenir de B1. B1 devient une source de lumière. Et en tant que source de lumière, elle envoie des rayons dans toutes les directions. En particulier, cette direction-ci. Et aussi, cette direction-là. C'est-à-dire qu'à partir de ce point B1, je vais refabriquer mes 3 rayons caractéristiques qui me permettent de faire des dessins. Donc ici, je vais frapper en passant par F2, donc je ressors parallèlement. Et là, je vais venir frapper ma lentille, ici, et je vais ressortir en passant par F'2. Tout rayon parallèle à l'axe optique ressort par rapport à la lentille. Du coup, mon image finale, B', se trouve ici. Placée sur mon axe optique, donc je vais placer A', et puis je peux en mesurer la distance. Alors, maintenant, comment on peut conduire le calcul pour déterminer la position O2 A'? Et on va appliquer les relations de conjugaison. Donc, relation de conjugaison appliquée à L1. 2 points dans le cadre de notre premier exercice ici, donc ce montage qui est là. Le point A est situé à l'infini, c'est-à-dire que OA bar est égal à moins l'infini. Moins l'infini. Du coup, d'après la relation de conjugaison, on aura O1 A1' A1 bar moins 1 sur O1 A bar qui sera égal à 1 sur O1 F1' bar. Donc ici, O1 A bar est situé à l'infini. Donc ceci, ça vaut 0, puisque la limite en plus l'infini c'est 0. Et donc on en conclut que O1 A1 bar est égal à O1 F1' bar. Donc on a bien le point A1 qui est confondu au point F'.
Maintenant, on va travailler pour la lentille 2. Toujours dans notre exemple 1. La lentille 2 maintenant va recevoir de la lumière, donc il va falloir se positionner par rapport à O2 et non plus par rapport à O1. Et on va exprimer la relation de conjugaison pour la lentille 2. Et la lentille 2 nous dit, on prend un objet comparativement à O2, donc O2 à 1, puisque le lieu de l'objet n'a pas changé, on est toujours au lieu géométrique A1. Par contre, la mesure algébrique que l'on va faire pour utiliser la relation de conjugaison de la lentille 2, c'est par rapport à O2. Donc ici, on aura O2 A1 bar, et là, on aura l'objet O2 A prime bar égale à 1 sur O2 F2 prime bar. Et maintenant, il convient de remplacer les valeurs, les mesures trouvées. Donc ici, on avait dit qu'on avait 2 cm, là, 2 cm, que l'espacement entre les deux, c'était 10 cm. Donc du coup, ici, on a moins 1 sur moins 8 cm. Donc là, ensuite, on prend la mesure algébrique de O2F' de bar, soit plus 6 cm. C'était la distance focale qui était donnée. Et du coup, c'est égal à 1 sur O2 A' bar. Il n'y a pas de 1. Donc là, moins, ça fait plus. Donc on a 1 huitième. Donc du coup, on a 1 sur O2 A' bar égale à 1 sur 6 moins 1 sur 8. Puisque ici, ça fait plus 1 sur 8. Donc on passe de l'autre côté, ça fait moins 1 sur 8. Réduction au même dénominateur. Donc en réduisant au même dénominateur, 6 fois 8, 48. On peut multiplier donc ici par 8. Donc ça nous fait 8 moins 6 sur 48. Et donc ça nous donne donc 1 sur O2 A' bar égale à 2 sur 48. Déjà, c'est un angle qui est positif. Ça, c'est bien parce qu'on sait que O2 A', c'est suivant l'axe optique ici. Hop là, 2 secondes. Hop. C'est suivant l'axe optique ici. Et du coup, on trouve que O2 A' bar est égal à 48 divisé par 2, c'est-à-dire 24. 24. Et là, ça fait beaucoup, 24 cm. Qu'est-ce que j'ai mis comme valeur, moi ? Tic. Donc ici, j'ai eu 16 cm, mais en fait, c'est 4. C'est 4 dans le premier exemple. Là, je reprends ma règle ici, 4 cm. Donc ici, j'ai 4 cm. Donc c'est plus facile, hein. Là, le dénominateur commun, c'est 2. Donc c'est 2 sur 8. 2 sur 8 moins 1. C'est ça. Et du coup, ça nous donne 1 sur 8. Ce qui nous fait OA' égale 8 cm. Et là, si je mesure, miracle, 8 cm. Alors je trouve 8,2 cm par la mesure. 8,2 cm. Bon, mes mesures, elles sont un petit peu grossières. Ici, vous voyez, je ne passe pas exactement au point F parce que je n'ai pas pris le soin de bien le faire. Mais je trouve l'ordre de grandeur quand même de cette mesure, 8,2 cm. On a une erreur qui est petite. On pourrait estimer les incertitudes à travers les formules et on verrait que cette mesure est assez cohérente. Donc du coup là, ça vous fait une petite présentation de comment dessiner une image à travers plusieurs lentilles. En fait, il faut considérer qu'on fait le travail successivement après une lentille sans tenir compte de ce qui s'est passé avant. Et puis 2, quand on applique les relations de conjugaison, il faut traiter la première lentille, puis la seconde lentille, et faire attention aux signes et aux mesures que l'on reporte. Donc bien prendre les mesures, faire attention aux signes, et conduire le calcul jusqu'au bout. Et enfin, dernière constatation, si on fait un dessin propre, on retrouve les valeurs du calcul. Donc ça, c'est le côté sympa de l'optique géométrique, parce que si on a des dessins qui sont faits à l'échelle, les mesures faites à l'échelle correspondront aux calculs réalisés avec les formules de conjugaison.
Donc voilà. Alors vous pouvez faire le système suivant, on a gardé le même espacement, 10 cm entre les deux lentilles. On prend le même angle, et puis là on place f'1 ici à 5,5 cm. Et on a la distance O2 F2 égale à 6 cm. C'est pour ça que tout à l'heure j'avais j'avais pris la valeur de 6 parce que j'avais pris la valeur de la distance focale de cette lentille-là. Donc 5,5 et 6 cm. Et vous pouvez faire le tracé pour lundi. Et voilà.